La première chose que j'enseigne aux gens en investissement immobilier, c'est de maintenant voir tout argent comme une dette. Tout argent. La mise de fonds que toi, tu mets dans un bloc, là, tu devrais le voir comme une dette. Ben oui. L'argent, ça a un loyer, ça a un coût d'opportunité. J'étais retourné chez nous, puis je m'étais dit, j'avais justement 25 000 dans ce temps-là. Puis là, j'étais comme, mettons, je paye ça, ça va me coûter 5 000, il va me rester 20 000, là, je vais être short. Puis là, tu sais, comment que c'est lui-même. Ben oui. Puis finalement, ça a été le meilleur move de ma vie. Puis Ah après ouais. ça, je vois plus jamais la dépense de la même façon. Ouais. Le vrai problème, c'est vraiment la densification des logements. On manque de logements pour le nombre de personnes qu'on a. C'est simplement ça. Puis ça sera toujours ça tant que c'est pas réglé. Tu sais comme moi qu'on va avoir la même discussion encore et encore. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis président du collège MREX et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Vignola. On va parler de sa carrière d'investisseur, comment il est parti de rien en 2019 jusqu'à plusieurs centaines de logements en 2024, une entreprise florissante. Puis surtout, on va aller vers une discussion très, très profonde sur le métier d'investisseur immobilier, comment commencer, puis aussi comment passer à la prochaine étape une fois qu'on a commencé comme investisseur. Ça va être une discussion à ne pas manquer. Donc, bon visionnement à tout le monde. Salut Bruno, ça va? Ça va, toi? Ça va super bien, merci d'être là. Ben, merci de m'inviter. Très content. Plaisir. Fait que ta première apparition, Ouais. yes. Ton partner est venu une couple de fois. Ouais, exact. Lui, c'est comme une mascotte pour toi. Ah là. ouais, Un Olivier. bon ambassadeur. Olivier Lemieux, Exactement. la machine. Exact. Fait que les machines, ça se tient ensemble. Ouais, c'est lui qui m'a fait rentrer dans l'immobilier, puis qui m'avait même attiré dans le temps, en 2019, de mémoire, à ta convention qui était à l'hôtel à Sherbrooke, là, à côté du Beaufiche. Ah oui, au forum. Ouais, exactement. Ouais. C'est de même que je t'ai connu, Ah, finalement. t'es sérieux, hein? Ouais. Ouais, je savais pas. Dans ce temps-là, les deux, on est venus te voir. OK. Puis on était super intéressés. Là, je m'en rappelle, j'ai gardé, je pense, le tag là, MREX Ah pendant ouais. un mois de temps. Parce que j'étais content. Je me disais, hey, c'est un monde nouveau. Moi, je n'étais pas là-dedans du tout. Ben oui. Puis ouais, c'est le même qu'on t'a connu. Puis lui, il a commencé avec toi rapidement. Ouais. Puis par la suite, il m'a convaincu assez facilement de Ah. faire les cours de l'MREX. Puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Nice. Qu'est-ce qui t'a attiré initialement à l'immobilier? C'était-tu... Parce que t'étais pas dans ce domaine-là. Là. Non, du tout. Moi, j'étais directeur général dans une concession automobile. OK. J'avais pas de fonds de pension. Fait que là, je me disais, bon, c'est quoi les opportunités? Il n'y en a pas tant. Ouais. Fait que l'immobilier, c'était quand même safe quand tu sais ce que tu fais. Ouais. Mais me lancer tout seul, c'est un stress. Pas d'outils, un autre stress. Puis, encore une fois, je reviens à ça, mais en 2019, quand j'ai vu ta convention, les acteurs principaux qui étaient là, ta vision de Sherbrooke, de l'Estrie, ça m'avait vraiment emballé, là, pour vrai. Ouais. Là. Tu m'as un peu donné la piqûre, je suis honnête avec Ah, toi, ouais. Nick. Là, on se connaît dans la vraie vie, mais pas de farce. Je t'avais peut-être jamais dit non plus, mais tu m'as donné la piqûre ce Ah, soir-là. ben c'est cool. Puis ça m'a motivé à faire de l'immobilier. Je voyais un rendement, mais je voyais surtout un fonds de pension possible. Ouais. Puis une retraite, on va dire, assurée. Fait Ouais. que c'est ce qui m'a motivé, ouais. Est-ce qu'en 2019, tu sais, là... Moi, je connais votre histoire puis tout, mais les gens qui écoutent le connaissent pas, ils vont l'apprendre un peu. Ouais. Mais est-ce que en 2019, tu aurais pu imaginer que 5 ans plus tard, tu serais où est-ce que tu es présentement? Vraiment pas, là. Quand Olivier et moi, on s'est associés au début, puis on a acheté notre premier sixplex, on avait, je pense, une vision de peut-être... on se disait peut-être 100 portes au bout de 3 ans. On aurait été ouais. vraiment contents. Ouais. C'est correct, t'es extraordinaire, on s'entend. Ben oui, là. Puis surtout que j'ai l'impression qu'on est arrivé au moment où la COVID est arrivée. Fait qu'il y a eu un boom, mais tout de suite après ça, il y a eu un coup de barre avec Ouais. les taux d'intérêt. Une Fait coupe de que, coups de barre. Ouais, exactement. Puis en ce moment, on vit le contraire. En ce Ouais. moment, encore aujourd'hui, ça a baissé les taux. Ouais. Fait que non, je ne me serais pas attendu, honnêtement. Mes 2 premières années, disons, je me disais, Colin, ça va être tough. Ah ouais, Tough, t'es sérieux? Ben, je m'étais dit au début, tu sais, au début, je me disais avec les outils que tu nous fournis, avec la vision qu'on avait, 2 ans, je lâche ma job. OK. Finalement, à la fin de la 2e année, j'avais peur. Ouais, c'est ça. La réalité t'a frappé dans la face. là. Exactement. C'est drôle parce que, tu sais, je le répète sans cesse, je pense, depuis 8 ans que j'ai fondé le collège. Tu sais, c'est malade ce que tu peux faire. Les outils sont incroyables. Mais il faut faire attention de ne pas trop s'emballer non plus parce qu'il ne faut Ouais. pas oublier que malgré tous ces outils-là, toutes les connaissances, ça reste un domaine archi difficile. Puis c'est d'ailleurs Vraiment. pourquoi on a besoin de ces outils-là parce que
c'est vraiment un domaine... C'est rough, l'immobilier, là. Ben vraiment. Puis c'est impopulaire. J'ai l'impression que je suis tombé dans une génération où on est des fois quasiment perçus comme des voleurs, alors qu'on essaie d'améliorer en quelque sorte la société parce que le parc immobilier québécois est dans un mauvais état. Il n'a pas été entretenu pendant 20-30 ans. Puis nous, ben, la nouvelle génération, on achète à gros prix, on le sait. Fait qu'on essaie de remettre le parc en santé, puis ben, on se fait un peu frapper de part et d'autre. Fait que, c'est pas le métier le populaire. Là. Ça, non, ça, c'est clair. Ça, les politiciens, ça doit être pas mal égal. C'est clair. C'est clair que c'est pas le métier le populaire, puis c'est plate parce que, tu sais, ça aussi, je le mentionne souvent, puis je le fais parce que, justement, vu que le métier n'est pas populaire, puis je trouve que on est parfois un peu blâmé de tous les maux, puis c'est certainement pas mérité. Puis, tu sais, je tente de mettre de l'avant une réflexion qui est, tu sais, au final, le propriétaire d'immeuble, ce qu'on appelle un landlord en anglais, là, tu sais, l'investisseur immobilier, moi, je le vois beaucoup plus comme un agriculteur. Je pense que c'est le même genre de profession. Les deux, on est dans des professions où on assure un besoin primaire dans la société. Tu sais, exact. Se nourrir, se loger. Exact. C'est deux besoins primaires, on est d'accord. Tu sais. À partir de ce moment-là, ben, ça prend du monde. Tu sais, comme des fermes, là, ça prend du monde pour labourer, puis de travailler, puis de prendre les risques d'acheter une ferme, de se financer, d'espérer que ça va être assez rentable pour payer ta dette, puis à un moment donné, comme tu as bâti une richesse. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'ai jamais entendu quelqu'un encore, là, je cherche. Si vous êtes cette personne-là, appelez-moi. Je cherche, j'ai jamais entendu quelqu'un parler en mal des agriculteurs en disant les maudits. C'est vrai. Les maudits, vous profitez sur le dos du pauvre monde qui ont besoin de manger. Parce qu'on a tous besoin de manger. Là. Exact. Les agriculteurs font de l'argent parce qu'ils assurent essentiellement notre chaîne alimentaire. Puis jamais personne qui a dit ça n'a pas de bon sens qui s'enrichissent. Puis tu sais, c'est peut-être parce que les agriculteurs sont moins flamboyants. Tu sais, comme... Ben, c'est clair. Ils sont moins flamboyants, oui, puis non. On s'entend, c'est probablement très rare un agriculteur qui a une Lambo. Okay? Ouais, assez rare. Fait que c'est moins flamboyant. Mais des agriculteurs qui ont des pick-up à 150 000, là, j'en connais plein. Là. Ben oui. C'est juste que ça n'a pas de l'air d'un char de 150 000 $. Exact. T'sais? Fait que c'est moins flamboyant. Puis l'agriculteur, ben, une grande partie de sa richesse, c'est pas du cash flow, c'est dans sa ferme, c'est pogné dans sa ferme. Exact. Mais l'investisseur immobilier, là, c'est la même affaire. L'investisseur, là, à part être peut-être un peu flamboyant parce qu'il peut se le permettre, parce qu'une Lambo, conduire ça dans les routes de terre puis sur des fermes, c'est moins évident. C'est moins évident. Là. Ouais. Mais l'investisseur immobilier, il emprunte de l'argent pour acheter un actif, comme l'agriculteur emprunte de l'argent pour acheter une ferme. Ses marges sont minces. Il faut qu'il travaille fort. Il y a un risque. Il faut qu'il soit responsable. Il met beaucoup de choses à risque. Sa caution personnelle, peut-être qu'il a mis sa maison en garantie, peut-être qu'il a mis son fonds de pension en garantie. Tu sais, je ne sais pas, je demande de quoi. Tu sais. Puis, il assure un besoin primaire. Puis, au final, oui, il s'enrichit. Tu sais, il s'enrichit au niveau de sa valeur nette. Sa valeur nette prend, tu sais, son bilan prend de la valeur, mais l'investissement immobilier, c'est pas cash flow. Là. Tu sais, les blocs appartements, là, c'est pas l'affaire qui cash flow le plus au monde. Fait que c'est très similaire, je trouve. Puis là, tu entends souvent le « Ouais, mais là, personne ne nous a obligés à le faire. » Je comprends, mais si on le fait pas, c'est qui va le faire? Ah, ben là, tu sais, là, tu entends des enneries comme ça sera le gouvernement, whatever. Puis tu sais, on pourrait faire une feuille de route du gouvernement comme propriétaire immobilier. Là, comme on ne veut pas que ce soit le gouvernement qui est propriétaire immobilier. Puis c'est comme le fermier, ben OK. Personne n'est obligé à l'acheter, la ferme, puis... Ouais, mais si lui, il ne l'achète pas, c'est qui va le faire, puis qui va s'en occuper, tu sais, comme... Il faut que quelqu'un prenne ce risque-là, tu sais. Ben vraiment. Puis je pense qu'il y a une mal-compréhension du domaine, tout simplement, ouais, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de médiatisation, excuse-moi, sur le fait que, ben, tu sais, c'est une mauvaise image des propriétaires, les investisseurs, mais je pense, comme tu dis, comme les agriculteurs, il y a des années de... T'sais, sans faire de jeu de mots, de vache maigre, sincèrement. Ça l'arrive. Actuellement, moi, j'entends aux nouvelles tout le temps les augmentations, les ci, les ça. Pourtant, je veux dire, en ce moment même, j'ai jamais eu un aussi gros taux d'inoccupation.
Pourtant, je fais affaire avec l'OMH à Sherbrooke, puis qui ont une panoplie de locataires à nous proposer, mais ils n'ont pas forcément les dimensions qui conviennent. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est un très bon exemple. Le cash flow, il rentre beaucoup moins par séquence parce que tu as moins d'occupation. Pourquoi? Des fois, c'est parce que tu as juste des 5,5 ou des studios. Des fois, c'est parce que c'est même plus une question de prix parce que, justement, quand on fait affaire des fois avec l'OMH ou des organismes pour faciliter l'accès au logement, bien, des fois, c'est simplement qu'ils ont des candidats, mais avec des trop lourds passés aussi, ou qui ont déjà été dans d'autres logements subventionnés puis qui sont fait expulser par la régie. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut changer un petit peu l'opinion puis de voir qu'on contribue à l'économie, on contribue à essayer de revitaliser le parc immobilier québécois. Il y a des mauvais propriétaires, on le sait, on les voit, mais il y a aussi des mauvais locataires. Donc, c'est comme dans tout, il y a de tout. Il faut juste, je pense, travailler en équipe et non tout le temps faire une division. Puis c'est populaire de faire une division, on le voit beaucoup. Ça attire peut-être des clics. Ah oui, mais ça attire des clics, ça va des journaux. C'est ça. Ça va chercher des votes. C'est ça, exact. Mais au final, ça fait rien de positif réellement dans la vie. Là, exact. T'sais, dans le temps des fêtes, moi, j'ai vu quand tu as passé aux nouvelles, justement pour un projet d'abordabilité. Puis j'étais déçu que la capsule durait, honnêtement, ça a duré 15 secondes. C'est beau. C'est une entrevue de genre 5 minutes. Ben, c'est ça. Puis pourtant, c'est quelque chose de très noble que tu fais. Puis c'est ce qui fait que j'ai toujours réseauté autour de toi puis avec ta gang parce que je suis un peu tes traces avec Olivier. On essaie de faire œuvre utile. Puis tu sais, après ça, je sais pas, un propriétaire fait quelque chose d'aberrant. Ben, lui, ça va durer 3 minutes, puis plein. Fait que c'est là qu'à un moment donné, je suis d'accord qu'il faut dénoncer ce qui est aberrant, mais il faut aussi souligner à la même impact ce qui est vraiment bon pour notre société, puis c'est ce que tu fais là. Oui, absolument. Comment est-ce que les gens dans ton entourage te perçoivent maintenant comme investisseur? Parce que j'estime que probablement que c'est pas tout ton entourage qui faisait l'immobilier non plus. Là. Non, exact. C'est sûr que ma famille proche m'encourage, mes proches aussi. C'est sûr que mon monde a un petit peu changé, dans le sens que j'ai toujours mes amis que j'avais avant, mais encore une fois, en faisant les retraites avec l'Emrex, j'ai eu un nouveau réseau d'amis de l'immobilier. J'ai pu connaître des gens que j'aurais jamais connus, des gens que je voyais dans tes vidéos dans le temps, que c'est maintenant des amis. Des fois, le monde, tu connais telle personne? Ben oui, je l'ai rencontré à la Meurthe Multilogement. Fait que c'est sûr que l'image, elle a un petit peu changé dans le sens que, bon, certains vont dire, c'est ça, il a peut-être changé un petit peu de rythme de vie, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Fait que c'est juste qu'ils disent, il voit mes vidéos, nouvelle acquisition. Fait que, ça roule tes choses. Mais, tu sais, j'ai pas eu j'ai personne qui me critique négativement parce qu'ils savent que je reste proche de mes valeurs. Tu sais, je continue à toutes les années à donner à des œuvres caritatives pour aider l'itinérance, en fait. Je vais faire des journées bénévolat pour faire des paniers de Noël. Donc, tu sais, les gens, ils voient quand même que j'ai gardé les mêmes valeurs, mais c'est sûr que des fois, je vais me gâter un peu plus, un voyage de plus, parce que en 2022-2023, on a vécu des stress incroyables. Quand on ne pouvait pas refinancer en prêt privé à SCHL. La vie 248, hein? C'est ça. Quelle belle ride! C'est ça, exact. Fait que, tu sais, suite à ça, je me souviens, novembre 2023, là, j'étais vraiment découragé. Puis je disais, Olivier puis moi, on était comme, hey, là, plan B, c'est quoi? Tu lui retournes dessus sa brique, moi, je retourne dessus. Tu sais, on était rendu à un point découragé, mais on est resté quand même focus. Puis quand un avait une passe difficile au niveau de la motivation, l'autre le recrinquait. Puis au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais des passes comme ça, tu le sais, il va toujours en avoir. C'est clair. Puis on pense que plus qu'on avance dans notre carrière, moins qu'il va en avoir, mais au contraire, ils sont pires. Ils sont amplifiés. Tu sais. Exact. Tu sais, souvent, on dit, je viens de faire un projet, je récupère mes billes, je suis content, mais tu n'as déjà pas assez d'argent pour ton prochain projet parce que là, il est un peu plus gros. Exact. Fait que tu cours toujours après ta queue. C'est un éternel recommencement, comme tu sais. Là. Notorious B.I.G., le fameux rappeur, l'a tellement bien dit. Hein? More money, more problems. Exactement. C'est carrément ça. Fait que, mais non, le monde me le voit positivement parce que je pense qu'on garde nos valeurs. On reste proche des gens. Fait que ça aussi, ça l'a. Y a-tu un moment dans ta carrière d'investisseur, dans les premières années, là, que là, tu as eu comme le déclic? Là, comme, parce que on passe par différentes phases souvent. Puis la première phase, c'est comme on devient conscient de ce qui est possible.
je le vois souvent dans les cours, mettons, en ingénierie financière. Des fois, la première fois que quelqu'un comprend enfin l'effet de levier, parce que le commun des mortels ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'effet de levier, comment le gérer, tout ça, la puissance. Ouais. Mais c'est une chose de comprendre des choses comme ça, des choses qu'on apprend en cours, qu'on entend d'autres faire. Mais après ça, c'est quand tu l'appliques, tu demandes l'application la première fois. Y a-tu eu un moment dans tes premières années que là, tu as eu un déclic là, sur le terrain, tu as fait comme OK, wow. Tu sais, comme ça, c'était. Ben, Là, je l'ai compris, je l'ai vécu, là, tu sais. exact. Ben, je pense que le déclic, je l'ai eu. Tu sais, j'avais fait l'ingénierie financière. C'est du théorique, j'y croyais, mais Ouais, j'étais un peu tout le temps sceptique, comme beaucoup de gens. ouais, Puis, c'est quand j'ai compris ce que beaucoup de gens, on ne comprend pas au début dans l'investissement immobilier, c'est que la dette, c'est pas négatif. ouais, Puis souvent, tu sais, tu dis, ah ben, je vais emprunter, puis hey, là, mais là, tu vas être à côté, comment tu vas faire? Puis j'étais comme ça au début. Tu sais, ouais. j'étais OK. frileux. Olivier avait déjà une coche d'avance sur. Il avait déjà fait un tour de roue, lui, dans Ouais, le ouais. passé avec un premier plex. Fait que quand j'ai fait mon premier tour de roue, donc acquisition, optimisation, refinancement, puis là, j'ai compris que la dette, finalement, c'est aussi théorique Ouais. parce que tu peux jouer avec. Ben là, vraiment, j'ai eu un déclic qu'il y a un levier à aller chercher, que tu peux faire des belles choses en immobilier, puis tu peux les faire de la bonne façon. Tu n'as Ouais. pas besoin de mettre le monde dehors. Là. Tu sais, tu Ouais, peux ouais. faire ça de la bonne façon. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec notre façon, notre système bancaire au Québec, notre système immobilier, ben, il ne peut pas arriver vraiment ce qui est arrivé aux États-Unis en 2008, c'est-à-dire Exact. que ça ne vaut plus rien. Là, tu sais. Fait que ce déclic-là, quand j'ai fait le premier tour de roue, ça m'a vraiment lancé. Puis je me suis dit, bon, ben, je suis all-in dans l'immobilier. Là, pour, Quand le cash ressort ton premier refinancement, là, puis tu fais comme ça. OK, ça a vraiment. C'est ça, arrivé pour de vrai. ça a là. vraiment marché, C'est là, ça. l'argent dans le compte, là, tu sais. Exact. Ben, je me souviens, la joke que j'avais avec mon associé Olivier, il m'avait dit, parce qu'il voyait que je stressais quand on arrive proche du refinancement, mais que tu es tiré dans tes débuts, des Ouais. fois tu capotes. Ouais, oui. Puis en joke, il m'avait dit, ben, regarde, là, on prend un pari, là, c'est que tu vas. Quand tu vas avoir ton refinancement, tu vas te fermer à la gueule en bon québécois, Ouais. puis tu vas me dire tu avais raison. Puis je t'avais dit, ben regarde, tu as ma promesse, si ça arrive, puis les chiffres concordent, je vais dire que je vais me fermer ma gueule dorénavant. Ouais. Puis je te fais confiance. Puis finalement, ben, c'est arrivé. Fait que j'ai tenu parole. J'ai arrêté de gosser avec des dépenses inutiles. Puis finalement, ben, ça m'a fait comprendre le levier puis l'importance. Mais encore là, puis je le dis, puis c'est pas pour faire du promote, c'est la vérité. Je pense que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais sans les cours que j'ai suivis, Ouais. j'aurais pas su quoi faire. Ma croissance aurait été 10 fois moins rapide. Puis peut-être que j'aurais lâché l'immobilier Ouais. parce que j'aurais pas compris l'effet de levier. Puis ça, sincèrement, je pense que les outils... Tu sais, quand tu m'avais dit quelque chose dans le temps qui m'avait vraiment marqué, c'est que tu disais, ben mettons, tu as 25 000. Ça, c'était à la conférence à Sherbrooke. Tu avais dit, si tu as 25 000, est-ce que tu le mets en mise de fonds pour un immeuble avec tes associés ou tu le dépenses en cours, Ouais, en formation. en ouais. formation? Puis, j'étais retourné chez nous, puis je m'étais dit, ouais, j'avais justement 25 000 dans ce temps-là. Puis là, j'étais comme, ouais, mettons, je paye ça, ça va me coûter 5 000, il va me rester 20 000, là, je vais être short. Puis là, tu sais, comment que c'est lui-même. Ben oui. Puis, T'es finalement... t'es dans le manque, là. T'es pas dans la création. Ben, là. c'est ça. Ouais. Puis finalement, ben, je l'ai dépensé. Puis Tu l'as investi. je l'ai investi, c'est exactement ça. Ouais. Puis ça a été le meilleur move de ma vie. Puis Ah après ouais. ça, ben, je vois plus jamais la dépense de la même façon, Ouais. Mais sincèrement. c'est dur à comprendre quand tu l'as pas compris parce que, tu sais, Exact. ça reste que l'investissement immobilier, c'est quand même assez occulte puis opaque Ouais. comme domaine. Tu sais, puis je me rappelle, moi, le déclic que j'ai eu il y a vraiment genre 15 ans, quand j'ai compris, tu sais, j'étais comme, comment quelqu'un monte à 100 portes ou 200 portes? Tu sais, comme, je me rappelle, j'étais jeune, tu sais, j'ai grandi dans une famille pauvre, il y avait personne qui faisait de l'immobilier, on n'avait pas Ouais. de scène. Là, je comprenais pas, j'étais comme, c'est quoi, ils sont tous genre millionnaires à la base? Puis la première fois que j'avais rencontré quelqu'un qui s'était monté un portefeuille puis qui était parti de rien, puis que j'avais compris l'effet justement de augmenter la valeur, de ressortir ta mise de fonds, puis de prendre la même mise de fonds, puis en faire un deuxième, puis après ça, faire un troisième. J'étais comme, OK, dans le fond, tu as juste besoin d'une mise de fonds. Puis le jour que tu la comprends, celle-là, ça, c'est un déclic incroyable. Mais encore plus dans l'exemple que tu viens de donner, je le vois encore aujourd'hui constamment. Je suis content que tu en parles parce que je le vois constamment à du monde qui ont 25 000, 100 000, 200 000. Ils sont comme, ouais, mais je n'irai pas mettre 5, 15, 20, 30 000 en formation. Ça peut aller vite. Puis
parce que je me l'enlève de ma mise de fonds, je m'enlève du pouvoir. Je suis comme, non. Ça, c'est le deuxième déclic. Le jour que tu comprends là, que le premier déclic, c'est tu as juste besoin peut-être d'une mise de fonds dans ta vie. Puis que le deuxième déclic, c'est que quand tu deviens vraiment bien formé, puis que là, tu comprends vraiment tout, tu n'as même plus besoin d'une mise de fonds dans la vie. Exact. Tu es capable, essentiellement, de rentrer sans aucune mise de fonds. Là, je ne veux pas faire croire au monde là, les affaires, investir sans argent, puis c'est facile, puis le kit. Non, ça prend un niveau très poussé de connaissances. Vraiment. Ça prend du guts, ça prend de la discipline, puis de la rigueur, puis de l'éthique, puis ça prend du relationnel. Puis si tu fais ça, tu es capable de constituer ta première mise de fonds à travers le vendeur, à travers quelqu'un dans ta famille, à travers un voisin, à travers quelqu'un à un job, à travers un prêteur privé. Il y a des manières de faire en sorte que ta première mise de fonds, tu n'as pas besoin de la constituer là, en travaillant en temps double pendant 5 ans, puis en vivant style fire, là, que tu dépenses zéro dans rien, puis que tu fais comme François Lambert, puis tu fais ton épicerie pour 75$ par semaine, là, puis tu manges rien, dans le fond, là, puis que tout le reste, tu le mets en épargne. Tu n'es pas obligé de faire ça puis d'épargner pendant 5 ans. Puis quand tu l'as, ce déclic-là, tu fais comme, OK, t'as peu. J'ai 25 000 en ce moment. Je pensais être un quart dans un partenariat que tout le monde met 25 000, donc 100 000. Mais ce 25 000-là, je vais le mettre en formation. Puis là, je vais comprendre comment faire ma première transaction qui nécessite 100 000 de mise de fonds ou 200 000 de mise de fonds. Puis finalement, c'est le vendeur qui me l'a financé ou c'est le prêteur privé qui me l'a financé. Puis là, je sais comment optimiser la gestion de cet immeuble-là pour enlever les risques associés à ça. Exact. Puis là, ça t'a pris finalement 1 an, constituer 100 000 ou 200 000 de mise de fonds, qui t'aurait pris peut-être 5 ans épargnés ou que tu aurais peut-être pris 3 ans à transformer ton 25 en 100, mais tu l'as fait peut-être en 6 mois ou en 1 an. Exact. Pourquoi? Parce que le knowledge que tu as dans ta tête, c'est le meilleur investissement que tu peux jamais faire. Ça, c'est tout domaine confondu, que ce soit l'immobilier, que ce soit d'autres domaines. Ah, c'est clair. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Puis c'est parce que l'investissement immobilier, c'est souvent perçu comme exemple, prêt commercial, tu mets 20 de mise de fonds. Ouais. C'est très carré. Là, ouais. Moi, c'était comme ça aussi, je voyais ça. Puis souvent, je n'irais pas investir l'argent que j'ai en cours parce qu'après ça, comme tu dis, j'aurais pas de mise de fonds. Exact. Mais si je peux donner un conseil à tout le monde, puis c'est vraiment parce que moi, ça a changé ma vie, c'est que ces cours-là, ces formations-là avec le Collège de l'Emrex, ça te donne les clés du coffre-fort, dans le sens que ça te donne une créativité et ça te fait sortir en dehors de la boîte. Ouais. Parce que souvent, c'est mets 20 de mise de fonds, puis c'est combien de fois les revenus, puis là, après ça, tu attends 150 ans, puis tu fais de quoi avec ça? C'est ça un peu l'affaire. Exact. Mais quand tu réalises que ton 25 000, si tu le mets en formation, puis que tu utilises vraiment de façon assidue les outils pour aller chercher ton premier deal, après ça, oui, moi, mon deuxième Ciplex, ça a été carrément ça. Là. Ouais. Vraiment une mise de fonds financée par le vendeur. Puis vu que j'avais suivi les cours, je savais quoi faire. Fait que je n'étais pas stressé. Puis, tu sais, dans le temps, 150 000, c'était quand même beaucoup sur un Ciplex. Fait que, tu sais, mais c'est là que tu vois qu'avec 0 $, c'est parce que c'est un moment donné, c'est un choix un peu, c'est comme t'es entre l'arbre et l'Écosse. C'est l'œuf ou la poule qui t'arrive en premier. Fait que est-ce que tu mets la mise de fonds, puis tu as quelque chose que tu ne sais pas trop comment exploiter, ou tu le mets en formation, puis cette formation-là va te permettre de l'exploiter en l'acquérant de façon différente. C'est là puis de l'accélérer, parce que exactement. Ce qui joue contre nous tous, tous les investisseurs, que ce soit immobilier ou autre, c'est le temps. C'est le temps. Tu sais, tu disais tantôt, c'est clair que si on avait 1000 ans à vivre, là, c'est comme, regarde, tu sais, je vais travailler 5 ans, je vais épargner, je vais acheter un premier bloc, je vais attendre 5 ans qu'il se capitalise. Mais la vérité, c'est que la fenêtre d'opportunité que tu as pour investir, pour bâtir ta retraite, si tu as plus d'ambition, puis tu te dis, moi, je vais avoir une liberté financière, tu sais, comme, t'as une fenêtre d'opportunité là, qui n'est pas si longue que ça. Fait qu'il faut que tu sois capable un peu comme plier le temps, tu sais, voyager dans le temps, y aller plus rapidement. C'est le but de l'ingénierie financière. C'est, en bon québécois, on le dit pour faire rire tout le monde, c'est de crosser le temps. Tu crosses rien d'autre, mais tu crosses le temps. Oui, exactement. Puis c'est là que, c'est d'ailleurs la chose la plus importante qu'on enseigne en ingénierie financière, c'est l'effet du temps sur la valeur de l'argent. Ouais. Mais l'autre chose, je trouve, qui est vraiment importante, puis ça me fait penser à ça, à ce que tu viens de dire, la perception.
sais, la perception de ce qu'est l'argent. Parce que tant que tu ne changes pas ta perception de ce qu'est l'argent, tu n'as pas la formation pour comme, le mettre en application, tu sais, on dit OK, une mise de fonds. Là, il y en a qui sont en train d'écouter ça, là, qui font leurs petits fins finaux, là, puis qui se pensent plus fins que nous, là, puis ça se peut que vous soyez plus fins que nous, là, mais C'est possible. ça se peut. Il y a des bonnes chances que non. OK, on va se le dire. Là, t'sais. Mais il y a des petits fins finaux qui doivent se dire « Ouais, mais là, tu dois l'argent au vendeur. Hein? Tu es juste leveragé, tu es juste risqué. Ou tu dois l'argent au prêteur privé. » Ouais, sauf que c'est un tremplin, c'est un bridge, c'est un pont. Exact. C'est un pont qui te dit, au lieu de faire le tour de la rivière, là, mettons, au lieu de faire 200 km pour faire le tour que ça se traverse, bien, j'ai le vendeur qui peut agir comme un pont pour m'aider à traverser tout de suite. Ou j'ai un prêteur privé qui peut m'aider à traverser tout de suite. Ou j'ai un partenaire. Ou, tu sais, c'est là que ta conception de ce qui est l'argent doit changer. Tu sais, de l'argent, c'est juste une unité de mesure qu'on a inventée, là, les êtres humains. Là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, le troc devenait trop compliqué. Là. Tu sais, comme moi, j'avais des vaches qui produisaient du lait. Toi, tu as des poules qui pondaient des œufs. Puis Ginette, elle a un jardin, puis elle fait pousser des carottes. Puis là, ben finalement, toi, tu veux des carottes, mais elle veut pas des œufs, elle veut du lait. Puis là, ben moi, je veux des œufs. Puis là, tu sais, là, tu te ramasses dans un espèce de... Un casse-tête. Ça devient compliqué de faire la transaction. Puis là, rajoute là-dedans une quatrième personne, puis une cinquième personne. Puis là, rajoute, tu sais, devient un village, puis une ville. Exact. Fait que rapidement, l'humain a fait comme un peu, c'est trop compliqué, là. Fait qu'on va créer un ledger, on va créer un scorecard. Puis ça, c'est l'argent. Mais au final, dans le fond, l'argent, c'est quoi? C'est soit du temps, soit une ressource matérielle, comme du lait, des œufs, des carottes. Le temps que tu mets pour t'occuper de ton poulailler ou le temps que Ginette met pour s'occuper de son jardin ou moi, je m'occupe de mes filles, tu sais. Puis, puis c'est du temps, de l'énergie, c'est du risque, c'est de la connaissance. Ouais. Parce que peut-être que toi, tu sais que t'occuper de poules, mais pas moi. Puis peut-être que moi, je sais quand même m'occuper des vaches. Puis peut-être que les deux, on n'a aucune compétence en jardinage. C'est impossible. Fait que temps, énergie, risque, compétence, puis ressources matérielles. Ça, c'est de l'argent. Fait que l'argent, c'est plusieurs choses, dans le fond. L'argent, c'est une représentation inventée par l'humain de ces choses-là. Fait qu'on en revient à la mise de fonds. Puis je le dis toujours aux premiers investisseurs qui n'ont pas beaucoup de cash, parce que j'ai commencé comme ça. Tu sais, j'ai déjà flippé une PA d'un 6 logements, d'un 5 logements, excuse-moi, à Québec. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'avais réussi à négocier pour faire accepter ma promesse d'achat à un bon prix et des bonnes conditions. Puis finalement, vu que je quittais Québec puis je m'en venais ici, ben, je ne voulais pas l'acheter. Ça a changé. Fait que j'ai appelé 2-3 investisseurs. Je dis, regarde, voici le 5 logements. Voici l'analyse. Je l'ai déjà fait comme si je l'achetais parce que j'allais l'acheter. Voici le deal. Ça t'intéresse-tu? Oui, ça l'intéressait. Mais j'étais capable en plus de mettre un markup de 15 000 $. J'ai mis peut-être 3-4 heures dans la transaction. J'ai fait 15 000 $. Pourquoi? Parce que j'ai de la connaissance. Parce que j'ai des contacts autour également. J'ai bâti mon réseau. Je me suis instruit. Tu sais. Puis, pousser à un autre niveau, faites de la prospection. Tu sais, je sais que vous autres, vous faites beaucoup de prospection. Ouais. Tu n'as pas une scène. Deviens le plus grand prospecteur immobilier. Deviens un bon négociateur. Apprends à bâtir des relations avec des êtres humains, avec des vendeurs, avec des courtiers. Puis, tu as juste besoin de trouver un deal. Mais si tu as investi dans ta formation, exemple chez MREX ou ailleurs, puis que tu viens dans les formations, tu as les connaissances pour faire ça, puis qu'en plus, d'en profites parce que tu as des gars comme nous autres, puis des filles qui sont là, que tu bâtis des relations avec eux autres, le jour où tu trouves un deal, là, on s'entend, le jour où tu trouves un deal à Sherbrooke, t'appelles moi, t'appelles toi, je connais une dizaine d'autres investisseurs, tu nous appelles, là, avec le meilleur deal au monde, on va être heureux de te payer pour le deal, soit en rachetant ta PA, ou peut-être qu'on est même ouvert à te donner des parts dans l'immeuble en contrepartie de c'est toi qui l'as emmené, le deal. Fait que, c'est vrai. Fait que tu n'as emmené pas d'argent, tu sais. Fait que c'est là que ta conception, la conception de tout le monde qui nous écoute, de c'est quoi l'argent. Puis on a de la misère avec ça au Québec. On est comme tellement... Ben, c'est on sûr. a tellement de mythes puis de dogmes par rapport à l'argent. Mais on mélange aussi, on dirait, l'Amérique du Nord au complet. Tu sais, exemple, quand on parle justement de balance de prix de vente, disons, tu dis, bon, mais le vendeur, j'achète un immeuble, puis le vendeur m'a financé ma mise de fonds. Ouais. Ouais, mais là, tu vas t'endetter, comme tu disais. Puis là, tu leur dis, ben non.
Puis là, les gens, bon, mais mettons, si le marché, il crash. Ouais. Mais c'est parce qu'ils mélangent ce qui va aux États-Unis. Ouais. Puis c'est comme s'il y a une mal-compréhension du système bancaire et du système immobilier ici, Ouais. qui fait que, oui, les prix peuvent stagner, mais de là qu'il y ait un crash incroyable puis que ça ne vaut plus rien, c'est très faible. Ouais. Fait que les gens, souvent, mélangent c'est un peu de tout ce qu'ils voient à TV. Ça gère. Ces risques-là se gèrent. Ben, exactement. Il faut juste que tu apprennes à gérer ces risques-là. Puis au final, que ce soit l'argent du vendeur qui le tient, là, ça reste que, tu sais, ça, c'est un autre extraordinaire point, l'endettement. Tu sais, la première chose que j'enseigne aux gens en investissement immobilier, c'est de maintenant voir tout argent comme une dette. Tout argent. La mise de fonds que toi, tu mets dans un bloc, là, tu devrais le voir comme une dette. Ben oui. L'argent, ça a un loyer, ça a un coût d'opportunité. Fait que la mise de fonds de 100 000 vienne de toi, ou qu'elle vienne de ton partner, ou qu'elle vienne du vendeur, là. OK, je comprends que dans le cas du vendeur, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué dessus que tu dois y payer. OK? Avec une obligation de lui repayer. Ouais. Mais si c'est ton argent à la place, puis que c'est pas le vendeur, toi, tu as mis ton 100 000, c'est un peu comme le sweat equity. On est conditionné à ne plus le voir. Mais cet argent-là que tu as mis, là, il y a un coût à cet argent-là. Parce que le coût, c'est soit tu le mets dans l'immeuble, soit tu le mets à la bourse, soit tu le mets dans les obligations, soit tu te prends de business. Fait que toi, comme investisseur, tu as une décision à prendre à dire, OK, c'est quoi le coût de cet argent-là? Ben, c'est clair. C'est juste qu'il est comme abstrait. On l'a rendu abstrait. On a oublié d'être conscient de ça. Fait que tu as un coût pareil comme le coût de l'argent du vendeur. Le vendeur, tu le prête à 5 %. Mais moi, là, si je vise du 30 % de rendement, puis je l'ai la mise de fonds, je vais toujours emprunter du vendeur. À 5, 6, 7 % c'est sûr. Je serais cave de ne pas le faire. Ben je veux m'endetter. Parce que de toute façon, je suis endetté anyway. Parce que mon argent que j'ai épargné, là, je me le prête de toute façon. Faut que tu le vois comme si tu te le prêtais de toute façon. Exact. C'est un endettement anyway. Là, absolument. Puis, je veux dire, autant toi qui a un gros parc immobilier que nous, qu'on a un bon parc immobilier aussi, je connais personne qui négocie pas justement des conditions de ce type. Ouais. Par exemple, une mise de fonds financée en partie ou en entièreté par le vendeur. Puis les gens, on met le porte. Là. Ouais. Les ben gens oui, que je te parle. Fait que en fait, le monde, plus qu'ils ont d'argent, moins ils utilisent leur propre argent. C'est ça, mais exact. Mais ça, encore là, il faut que tu le comprennes. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, puis aussi un exemple facile pour une personne, exemple, qui a moins de moyens, mais qui commence, c'est le fameux pitch deck, exemple. Ouais. Quand on fait la meute multilogement, ben première chose, il y a un pitch deck, donc une opportunité peut-être qu'un des dragons investisse, mais il y a aussi le fait que il y a des fois, comme moi, je me rappelle de notre meute, c'était tous des gens qui avaient minimum 300 portes. Ouais. Fait que, puis à travers ça, il y en avait 2-3 qui n'avaient peut-être 0. Ouais. Je me rappelle, mais il y avait un terrain, exemple. Ben cette personne-là, finalement, elle a trouvé, chaussure à son pied, un partenaire de danse, puis finalement, ben le projet a levé. Fait que c'est pas juste de dire, ben je fais un pitch, mais c'est aussi que tu rencontres des gens qui, eux, bon, ils ont peut-être un intérêt ou un appétit pour ton terrain ou pour ton projet, puis ils sont prêts à te le financer. Absolument. Fait que c'est là que tu te rends compte que l'argent, oui, ça l'aide, mais comme tu dis, puis comme on se disait, sincèrement, même quand tu as 300 portes ou plus, tu continues de négocier des mises de fonds financées par le vendeur parce qu'il y a un avantage. Parce que ton argent, tu peux faire un meilleur rendement avec ailleurs probablement. Fait que c'est là, puis on sait que tu ne négocieras pas à 15 % d'intérêt parce que rendu là, tu vas faire un prêt privé. Puis le risque, encore une fois, c'est la beauté un peu de l'immobilier actif, c'est qu'il se gère. Exactement. Pendant un bout de temps, là, je ne sais pas si les gens qui l'écoutent ont vu ça aller, mais c'était très populaire. Les conseillers financiers poussaient dans la gorge de tout le monde des prêts leviers. Ouais. Fait que tu pouvais aller chercher un genre de 100 000 de prêts, mettons, je pense que c'est la banque B2B, là, qui est comme une filiale à Laurentienne, ou Manuvie, puis ça apparaissait pas sur ton dossier de crédit. Fait que tu allais chercher un prêt de 100 000 qui apparaissait à nulle part. Puis là, que ça, ton conseiller financier te faisait acheter, il te faisait investir à la bourse, mettons. Fait que tu achetais 100 000 d'investissement à la bourse. Fait que là, sur ton bilan, tu avais 100 000 d'investissement à la bourse, mais tu n'avais pas la dette. Fait que c'est comme si tu venais un peu de truquer, de manière ta valeur nette. Puis il y a beaucoup de conseillers financiers ou planificateurs financiers, ou je ne sais pas c'est quoi leur titre exact, là, qui ont poussé ça, là, énormément. Puis tu sais, je me rappelle, je regardais ça, je disais, tu sais, comme, ça c'est raide. Parce que souvent, ces prêts-là avaient ce qu'on appelle un margin call. Je pense qu'éventuellement, ils ont peut-être enlevé, ou je ne suis pas trop sûr, je ne connais pas énormément le produit, mais mettons que tu as un margin call. Un margin call, c'est quoi? C'est que si tu as trop une grande perte de ton capital, l'institution financière ou le prêteur peut faire...
il peut t'appeler. Il peut dire là, il n'y a plus de marge. Fait que faut que tu me rembourses. Fait que, mettons ton 100 000, ton emplacement, il est rendu 85 000. Et ça se peut qu'ils disent OK, là, moi, je suis plus à l'aise. Redonne-moi redonne-moi le 100 000. Mais t'es comme, ouais, mais je n'ai pas le 100 000, j'ai 85 000. Tu t'es fait margin call. Ouais. Puis, quand les marchés crashent, un margin call, c'est ton plus grand danger. Puis, aux États-Unis, tu parlais tantôt, il y a beaucoup de prêts aux États-Unis qui ont des margin calls. On n'a pas ça ici. Pas bien, bien. OK? C'est plus rare, les margin calls au Québec, surtout en immobilier. Surtout, très, très rare. Fait que, tu n'as pas ce risque-là, premièrement. Fait que même si ça crache, tant que tu ne le perds pas, tant que tu ne le vends pas à perte, puis tant que tu peux continuer à payer ton paiement mensuel hypothécaire, T'es correct. T'es correct. Tu peux ce qu'on appelle ride the storm. Tu peux naviguer les vagues là, tant longtemps que tu es capable de servir ta dette mensuellement, puis que tu ne sors pas de l'actif. Tout ce que tu as besoin, le temps va finir par faire le travail. T'sais. Exactement. Fait que ça, c'est très différent. C'est pas très différent parce qu'en bourse, mettons, tu ferais un prêt-levier. Tant que tu ne te fasses pas margin caller, tant que tu peux payer tes intérêts sur ton 100 000 initial, t'es correct. Ben normalement, tu devrais être correct. T'sais. Mais l'autre affaire, c'est que contrairement à la bourse, tu n'as pas d'effet sur la valeur de ça dans quoi tu as investi à la bourse. Puis c'est pas des conseils financiers, ce que je vous dis ici, c'est purement une opinion personnelle, éducative. Mais moi, comment je le vois, c'est que, mettons, j'ai mis 100 000 à la bourse avec mon prêt levier. Là, l'année 1, là, perte de 10 je suis rendu à 90 000. Pour monter à 100 000 l'année prochaine, là, il faut que je fasse plus que 10 C'est clair. Parce que 10 de rendement sur 90, c'est 9 000. Je suis à 99, je suis encore à moins 1 000. Puis ça, c'est le danger, justement, du levier. Hein? Le levier, c'est très le fun pour l'upside, et c'est très pas le fun pour le downside. Puis quand tu as du downside, ça t'en prend plus pour te rattraper, éventuellement. Fait que si tu as des pertes dans les premières années, ça fait très mal. Mais à la bourse, tu n'as pas de contrôle. J'ai pas de contrôle, moi, sur si Apple prend de la valeur, ou Tesla prend de la valeur, ou Berkshire Hathaway prend de la valeur. Je ne gère pas ces business-là. Je n'ai pas d'effet là-dessus. Exact. Je suis assujetti aux allées et venues du marché boursier. À la spéculation. À la spéculation, à la température du marché, puis à comment ces gens-là gèrent leur business, puis comment cette gestion-là est perçue par le marché. Avec un immeuble, j'ai un certain contrôle. C'est-à-dire, l'immeuble, sa valeur est basée sur quoi? Elle est basée sur les revenus moins les dépenses, donc les revenus nets qu'elle génère, puis un multiplicateur de revenus, ce qu'on appelle, en termes scientifiques, plus le TGA. Les gens qui ne comprennent pas le TGA ont de la misère des diviseurs, c'est très commun. On va parler d'un multiplicateur de revenus nets qui est équivalent, un MRN. Donc, si ton immeuble a 100 000 de revenus nets, puis que le MRN, c'est 20, ben c'est 20 fois 100 000, ça vaut 2 millions ton immeuble. Le 100 000, tu as quand même un pas pire contrôle dessus. Tu sais, comme tu améliores ta gestion, même le marché va moins bien, le taux d'occupation augmente, les loyers stagnent. Tu es capable quand même de bien protéger ton RNN, ton revenu net normalisé, en offrant plus de services à tes locataires, en étant un meilleur propriétaire, en négociant davantage certains frais comme des assurances, des choses comme ça. Tu es capable d'avoir un certain contrôle là-dessus. Tu es capable peut-être de genre, faire des améliorations locatives pour même augmenter mon RNN. Fait que tu es capable de protéger ton actif et avoir un certain contrôle sur cet aspect-là. Puis le multiplicateur, tu n'as pas un contrôle complet parce que, veux pas, il y a un aspect marché. T'sais. Mais tu as quand même un certain contrôle parce que, généralement, mieux va être géré ton immeuble, puis en meilleures conditions, puis si tu l'achètes au bon endroit, tu es capable de toujours comme commander un meilleur multiplicateur que non. Fait que tu n'as pas un contrôle complet, mais tu as plus de contrôle que dans un marché, on va dire, plus boursier, par exemple. Ouais. Fait que quand tu attaches tout ça ensemble, ça devient vachement intéressant, là, malgré tous les obstacles, les défauts qu'on vit dans le marché. Là, ça devient vraiment intéressant. T'sais. Ben oui, puis aussi, c'est une face cachée comme je disais tantôt, qu'on ne voit pas, mais c'est le fun de prendre un immeuble qui est magané, que tu arrives, puis là, ben, les locataires, ils disent qu'évidemment, il n'y a jamais eu d'investissement, puis que finalement, tu conclus avec eux des améliorations, puis des ententes sur des nouveaux prix, puis qu'ils sont contents, puis qu'ils voient une seconde vie
à l'heure chez eux, finalement. Ouais. Ça, je trouve que c'est excitant, ce qu'on appelle l'optimisation, mais fait de la bonne façon. Moi, je trouve on fait partie de la solution et non du problème. Parce que le Absolument. problème, en ce moment, c'est la spéculation, c'est le manque de logement. Ouais. C'est pas le fait qu'on achète un 12-plex magané et qu'on veut l'améliorer, Exact. racheter une thermopompe, changer portes et fenêtres. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est tout... C'est la spéculation malveillante qui est dangereuse. Ben oui, exactement. Parce qu'il y a de la bonne spéculation aussi. Exact. Il y a des propriétaires qui sont très bienveillants. Exact. C'est de la spéculation malveillante, mais elle n'existe pas tant que ça dans le marché. Elle a été très médiatisée, là, mais C'est ça, elle n'existe exactement. pas tant que ça dans le marché. Là, Exact. Fait que c'est ça que moi, je trouve qui est stimulant aussi. Là. Oui, là, on a une passe un peu plus difficile, on est impopulaire et tout ça, les investisseurs immobiliers, mais je pense que le retour du balancier, à un moment donné, va faire qu'il va y avoir une certaine compréhension que le logement, quand on l'améliore, quand justement on améliore l'efficacité énergétique, bien nécessairement, c'est pas parce que moi, je veux en bénéficier forcément en vivant dedans, c'est parce que le locataire qui me dit qu'il sent le vent l'hiver, comme une journée d'aujourd'hui, qu'il y a une tempête, puis il sent le vent passer à travers ses fenêtres, bien, tu sais, à un moment donné, il faut faire de quoi avec ça. Absolument. Ça a un coût, malheureusement, mais je pense quand même qu'il faut le faire tôt ou tard. Fait que c'est là que je trouve que c'est le fun de faire partie de la solution, même si des fois, on est perçu comme étant le problème, mais le vrai problème, c'est vraiment la densification des logements. On manque de logements pour le nombre de personnes qu'on a. C'est simplement ça, puis ça sera toujours ça tant que c'est pas réglé. Tu le sais comme moi qu'on va avoir la même discussion encore et encore. Là. Absolument. Exact. Bruno, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. On va être obligé de te réinviter. Il me semble, j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas, eu le temps d'aborder, mais on va te réinviter, c'est sûr, puis continue d'exceller. De grinder. Yes, on continue. Merci. Nick. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement et si ce n'est pas déjà fait, allez faire votre demande d'admission pour joindre la meute multilogement. Que vous soyez prêt ou non, faites votre demande. Ça ne vous n'oblige en rien. Et surtout, que vous soyez à vos débuts, que vous soyez au milieu de votre carrière ou à la fin de la carrière, la meute multilogement, c'est le game changer en investissement immobilier au Québec puis dans le monde. Il n'y a aucun programme qui existe comme ça. Et il n'y a aucune raison valable et logique qui fait en sorte que vous ne rentrez pas dans ce programme-là. Faites votre demande d'admission. On va ensuite vous contacter. On va discuter du processus. Et si vous êtes retenu, vous allez embarquer dans un voyage de 6 mois qui va complètement changer le cours de votre carrière.